Marc, depuis le premier podcast qu'on a fait, il y a déjà 2 semaines de ça, ça a tellement marché qu'on s'est dit on va le refaire. On va réessayer, on va réoffrir ça au monde. J'ai adoré les commentaires qu'on a eus qui étaient tout sauf hargneux parce que sur Internet, on s'attend maintenant tout le temps à se faire ramasser. Pas sur la page, jamais. Ben non, toi c'est un oasis de bonheur. J'ai remarqué, c'est comme aller à Disney World. Personne qui m'a attaqué. Toi, c'est sûr, là, mais moi, non. Moi, je connais pas ça. Moi, c'est juste des chats de marguerite. Oui, exactement. Ben oui, ça flotte. Je te vois avec ton panier. En tout cas, mais bref, tout ça pour dire que les gens, ce qui était vraiment mon souhait, ont trouvé ça génial qu'on était capable de pas être d'accord sans avoir l'air d'un soupçon d'être en train de vouloir s'arracher les cheveux de sa tête. Dans mon cas, c'est on l'a fait pendant plus qu'un an, fait que c'est pas, on est habitué de faire ça, de mais je suis ravi. Dans le respect. Ouais, je trouve ça cool. C'est ça, il y a eu comme un buzz, là, puis il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit vous devriez le refaire, fait qu'on s'est dit à la demande générale, on est de retour. Et on est dans les studios de Pantelis, je veux le plugger parce que vraiment, il est en train de lancer ça, puis c'est tough de trouver des studios. On n'est pas dans le même studio que la dernière fois. C'est top. Oui, Pantelis Comedy, s'il y en a qui veulent les contacter, là, c'est vraiment, on est hyper bien reçus, là. Marc, depuis ce temps-là, toi puis moi, on a bougé un peu médiatiquement parlant. Et là, on est rendu, on n'est pas des concurrents, pas vraiment, parce qu'on n'est pas à la même heure. Ben moi, je sais jamais à quelle heure je suis. Ouais, mais c'est ça. Mais toi et moi, on est rendu dans 2 stations de radio de Québec à chroniquer, commenter l'actualité de façon quotidienne. Ben moi, je suis avec Bouchard en parle, avec Elisabeth Roy, Jean-Simon Buis, puis Sylvain Bouchard Diouf. Exact. Puis, Elisabeth Roy, je la connais pas. J'ai-tu dit Elisabeth Roy? C'est Elisabeth Crête, excuse. Non, mais c'est une relationniste. Puis sérieux, on a commencé cette semaine, puis je suis ravi. Tu me connais, c'est un peu comme quand on travaille ensemble. J'amène des sujets pour discussion. C'est pas je chronique puis je m'en vais. Puis sérieusement, ça blende en partant, je suis vraiment content. Mais toi, t'es à Choix. Moi, je suis retourné dans mes vieilles pantoufles à Choix où j'ai été pendant 6-7 ans comme chroniqueur dans à peu près tous les shows le matin avec Dominique Morel. Mais comment ça marche? Tu te fais appeler le matin? Retour avec Denis Gravel. Non, c'est que chaque jour, j'ai un horaire différent. OK. Puis le lundi, je fais Dominique Morel le matin, je fais Gravel l'après-midi. Mais la Gravel, je parle jamais de politique avec lui. Denis, il veut pas entendre parler de politique. Parfait. Puis après ça, le mardi, Jeff. Le mercredi, Dominique. Le jeudi, Jeff. En tout cas, c'est grosso modo. Là, c'est que t'es chaque jour une fois. Ouais, c'est ça. Okay. Mais pas jamais dans le même show. OK. Fait que c'est ça. Puis toi, t'as d'autres choses aussi, ces réseaux sociaux. T'as continué à être actif. J'ai lancé de quoi le 14 août dernier à Québec, la Seine-le-Bourgneuf. J'ai fait ce que j'appelais un one-man podcast, parce que moi, j'ai angle mort. One-man podcast. Oui, c'est un podcast, mais devant public tout seul. Puis, mon gars, je retourne tous les mois. Je retourne tous les mois à Québec. Le prochain coup, c'est le 18 septembre. Puis à Montréal, je commence le 24 septembre au Jésus. T'es devant une salle vide? Puis les gens sont sur leur ordinateur à te regarder, je comprends pas. Je vends des billets. OK, il y a des vrais gens dans la salle. Absolument. Mais il y a des gens qui te suivent aussi. Non. Okay, je l'enregistre et je le mets après ça. Puis après ça, tu le mets en ligne. Voilà. OK, là, je comprends. Mais l'idée qui est hot, c'est que c'est les gens qui m'écoutent, pour la plupart, c'est des gens qui m'écoutent déjà dans mon podcast Angle mort du matin ou d'autres. Puis, écoute, à ma surprise, il y avait vraiment du monde. J'ai fait comme, OK. Ça faisait 10 ans. Qui paye pour entendre Boilard. J'en reviens pas. Si je me suis dit, Éric Duhem, personne ne paierait pour le voir. Faut que ça soit gratuit, on le sait. Faut que je les paye pour qu'ils rentrent dans la salle, c'est un ou l'autre. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment trippant. C'est que, les affaires ont bougé depuis. Commencé ça. Moi, j'ai commencé quelque chose cette semaine. J'avais jamais fait ça. Une chaîne YouTube. OK, tu l'as ouvert, là? Ouais, je l'ai ouvert, mais tu sais, je t'avais dit que je le ferais, là. Oui. Là, c'est fait. Okay. Je suis en train de me préparer un intro quand je fais mes petits commentaires sur les réseaux sociaux. Puis je travaille tranquillement, mais je le sens, Marc, que c'est exponentiel. Hein? Je pensais pas que les réseaux sociaux, c'était comme ça. Ah ouais. C'est vraiment en train d'exploser. Toutes les fois que j'en mets un, je vois que c'est de plus en plus fort. Oui, les chiffres, c'est une vague qui monte. Les chiffres sont tout le temps en train de monter. Tu sens tout le temps que Puis ce qui est le fun, c'est que tu rameutes des gens qui viennent te voir expressément pour toi. C'est ça. C'est vraiment trippant. Parce que, tu sais, dans les médias traditionnels, là, que ce soit radio, télé, journaux, puis là, je veux pas de partisanerie pour un média ou plutôt que l'autre, là, il y a une crise des médias partout en Occident où le tirage des journaux, on le voit, ça diminue. Même chose pour les codes d'écoute de la télé, de la radio, les revenus publicitaires, tout est à la baisse. Quand dans un univers de médias traditionnels, dans un univers de déclin, tu arrives dans le virtuel, c'est le contraire. Dans un univers qui explose, qui boom, c'est... Le défi, c'est de marier ça. C'est ça qui va être le vrai défi. Ouais. C'est pas si évident que ça. Bon, on voulait pas parler de médias nécessairement puis de plugger nos affaires, mais on voulait commencer en parlant évidemment de la pandémie parce que c'est ça dont tout le monde, la planète parle depuis plus de 6 mois. Ouais. Puis on pourrait faire un débat entre les pro-masques puis anti-masques obligatoires parce que tu sais que j'ai été très présent dans ce groupe-là au cours des derniers mois. Mais tu as amené un angle qui m'intéresse encore plus parce qu'il est encore plus visionnaire puis il risque de survivre pas mal plus longtemps que le débat sur les masques. Puis c'est celui des finances publiques puis
qu'est-ce qu'on va faire pour commencer à rembourser la montagne de dettes qu'on a empilée puis qu'on continue à empiler au moment où on se parle. Oui. Et écoute, poser la question, c'est facile, mais apporter une réponse, c'est loin d'être évident. Hey, écoute, moi, je vais te dire que, selon moi, ça va devenir quelque chose qui, règle générale, ne l'est jamais, ou en tout cas, tu connais ça plus que moi, tu pourras me le confirmer, mais la dette est jamais un enjeu électoral payant. C'est trop des sujets hypothétiques, c'est trop gros. Personne n'a 500 milliards dans son compte de banque, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, puis combien il y a de zéro. On n'est même pas de l'écrire quand on se fait Puis demander. rappelle-toi, à l'émission, souvent, je te disais, Éric, les gens, ce pourquoi sont prêts à aller dans la rue, c'est pour pas payer une pièce de plus quand c'est gratuit. Mais ils iront jamais dans la rue pour dire « on veut payer moins d'impôts ». Ils vont crier ces lignes ouvertes. Mais ils vont jamais aller dans la rue pour ça. Tu pensais que c'était pas un thème mobilisateur politiquement parlant. Puis là, tu es en train de changer ton fusil d'épaule. Complètement. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des débats pour dire, OK, maintenant, là, on était supposé avoir 30, 40, 50, 60 milliards au fédéral, mettons, de déficit. Là. Je pense que c'était quoi, autour d'une centaine? Même pas. Mais non, bon. 30. Bon, ben voilà. Puis on va être rendu à 350 au moment où on se parle. Peut-être 400, 450, parce que là, Justin se pose annoncer des nouvelles mesures dans les prochains voilà. jours. Ça fait que là, après ça va être comme qui paye. Mais tu vas revenir avec un combat extrêmement classique droite-gauche. Mais en même temps, oui, mais ça va être que des mauvaises nouvelles. Peu importe le côté politique où vous regardez ça. Là. Ça n'a pas rapport avec la partisanerie. Il va y avoir des gens d'un bar qui vont vous dire qu'il faut couper dans vos services, puis on va vous enlever des affaires. Voilà. Puis de l'autre bord, tu as quelqu'un qui dit « je vais vous taxer plus ». Oui. Fait que là, ça va être le débat. Est-ce que vous voulez qu'on vous taxe plus ou vous voulez qu'on vous enlève des services? Écoute, il n'y a personne qui gagne là-dedans. Zéro. Puis je vais te faire une prédiction par rapport à ça, Marc. Politiquement, ce que ça veut dire, puis là, tout le monde va me dire que t'es cinglé, puis ça n'a pas de sens. Voyons donc, Legault est à 75 % de taux d'approbation. Il est à 50 % ou à peu près dans les intentions de vote. Le plus loin, le plus proche en arrière, est à 17, puis il n'y a pas de chance de perdre. Moi, je pense, puis oubliez l'étiquette Legault, là, même mon ami Jason Kenney en Alberta, où c'est toujours conservateur, tous les gouvernements qui, dans un petit peu plus d'un an, puis dans les 4 prochaines années qui vont passer en élection, vont tous manger une volée. Je ne vois pas comment un gouvernement peut survivre à une crise comme celle-là. Hey, te rappelles-toi, la dernière fois, ton exemple, c'était Winston Churchill. On dit que c'est lui, à quelque part, qui a battu Hitler. Tu sais, si on a besoin d'une personne, puis il perd l'élection après. Et d'ici plus proche de c'est le prix à payer. Lucien Bouchard, la crise du verglas, rappelle-toi, qui était le premier ministre le populaire, puis il est arrivé aux élections, Charest a eu plus de votes que lui. C'est parce que c'est comme n'importe quoi dans la vie. Moi, ça me fait penser à titre personnel, tout le monde qui sont tout le temps en train de te dire « Ah, on t'encourage à vivre tes rêves. Ouais, t'encourages-tu à payer le prix? » Parce que vivre un rêve de faire un voyage ou de laisser sa job... Il y a une étiquette après, là, c'est marqué le prix. Voilà. Bon, ben ce prix-là, ben il s'en vient. Ça fait que ça va être un vrai combat à savoir, exemple, taxer les grandes entreprises. C'est que là, il y en a qui vont dire, ben oui, on taxe les grandes entreprises, le profit. On pleurera pas si les banques font pas des milliards. OK, parfait. Puis là, t'embarques dans une autre dynamique. C'est-à-dire que ces banques-là, ils vont réagir comment? Mais attends une minute. Il y a une exception peut-être par rapport à ce que je viens de dire, là, par rapport aux politiciens qui vont payer le prix. Parce qu'il y a un bénéfice aussi à court terme. Tu sais, Justin Trudeau, on l'a vu, il a fait ça dans les sondages à distribuer des chèques. Pendant qu'il y a le problème. Ben oui. Fait que s'ils vont en élection assez vite pour que les gens aient le temps de recevoir le chèque, mais pas le temps de se rendre compte qu'ils se sont fait voler le compte de banque ou leur portefeuille, là, il y en a peut-être qui vont se faire réélire. Oui. C'est pour ça que Trudeau, je pense, qu'il a intérêt à aller en élection très vite. Mais tout le monde va y aller dans les prochaines semaines. Oui. Puis s'il attend, il est foutu. Puis Legault, il a beau être ultra populaire, quand il va dire à la petite madame qu'on y coupe ci, puis on y coupe ça, puis qu'elle va payer 1000 pièces d'impôt de plus, elle va le trouver moins beau, moins fin, moins intelligent tout d'un coup. Là. Je vais te faire une prédiction, moi, par rapport aussi à qui va payer. Qui va? Ouais, c'est qui? C'est ça? Ben, la Parce prochaine que génération, d'habitude, une dette, on pèle ça par en avant. C'est les jeunes qui vont payer. OK, mais là, ça, c'est rigolo quand ça fait pas mal dans la poche ici maintenant. T'sais, on a beau crier, mon Dieu, la dette est épouvantable. Les enfants. Ouais, c'est ça. Mais OK, oui, mais ça, c'est drôle. Mais dans la vraie vie, là, quand vient le temps de mettre un X, entre ça puis l'autre qui dit, lui, il pense comme moi. Moi, je vais te faire une prédiction. Actuellement, c'est qui les grands gagnants économiques? C'est quel type d'emploi qui est le grand gagnant économique dans la pandémie? Partout. C'est toutes les nouvelles technologies. Il y a un boom. En tout cas, quand tu regardes les marchés financiers... Ça, c'est les compagnies. Je te parle des personnes. Ben, ceux qui travaillent à la maison? Non, c'est ceux qui travaillent pour la fonction publique. Ah ben oui, eux autres, ils n'ont pas perdu une scène. Zéro. Okay. C'est les seuls. Tu sais que tout le monde a perdu là-dedans. On a tout perdu. Tout le monde a perdu. Tout le monde qui nous écoute, là, ils ont tout perdu. Les seuls que le chèque est rentré et qui n'ont jamais perdu une scène, rien. C'est tout le monde qui travaille pour l'État. Bon, alors, regarde bien ma prédiction. C'est quoi? OK. Ils vont faire des ponctions aussi dans la fonction publique. Comme René Lévesque au début des années 80. Direct. Mais contrairement à là où est-ce que quand les syndicats de la fonction publique sont dans la rue, les gens font comme « Ah, c'est drôle, voici une parade », le support populaire ne sera pas là.
C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde va faire. Vous autres aussi, vous allez payer. Tout le monde, ça part. Voilà. C'est que moi, je veux juste dire un petit coucou à tous ceux qui se disent, hey, je suis content, moi, je suis dans la fonction publique. Moi, j'ai pas été affecté. Non, exact. Puis mon fonds de pension, hein, c'est génial. Ben, je m'excuse, mais juste cette notion-là de gens qui, à 55 ans, prennent une retraite, puis vont être 30 ans, soit plus longtemps que leur vie active sur la mamelle du provincial ou du fédéral. Ça n'a pas de sens. Ben, je sais pas si ça a du sens ou pas. Ça tient pas économiquement. Ben, c'est que là, avec un déficit comme ça, tout le monde va participer sauf eux autres. Moi, j'y crois pas. Il n'y aura pas d'appui politique. C'est pas un débat gauche-droite, à la limite. Oui, là. Ça va être que ça. Dans ce que tu es en train de dire, mais quand tu arrives ces pensions, là, c'est parce que oublie l'État puis oublie la politique. Là. Tu signes un contrat avec quelqu'un qui s'engage à te donner tant par mois à partir de tel âge en échange que toi, toutes les semaines, tu y verses le montant Y. Oui. Tout d'un coup, parce qu'il a mal géré, parce qu'il a pris des décisions, tout ça, il décide qu'il pogne le contrat, qu'il le déchire, puis ton chèque que tu devais recevoir, que tu as payé toute ta vie, on va changer le montant de tout ça à la baisse. C'est un bris de contrat. Je comprends qu'il y a une rupture de confiance puis il y a une frustration énorme de ceux et celles qui vont se faire le coup. Là. C'est un bris de contrat. Mais on le voit venir. Oui et non. Je vais te dire l'autre affaire qui est une nuisance épouvantable, là, c'est l'avocat qui va te parler, c'est les clauses grand-père. Ah oui, ça, faire en sorte, non, dans la même convention collective, on ne peut jamais faire de différence entre un nouveau qui vient excuse-moi, mais si on veut pelleter ça vers en avant, on pourrait dire, écoutez, là, tous ceux qui rentrent dans la fonction publique canadienne... Les clauses orphelins, là, tu parles, là. Les clauses orphelins, c'est que les jeunes... Je l'ai appelé grand-père. Grand-père, c'est les anciens, mais orphelins, c'est pour les nouveaux qui rentrent. Voilà. Ça, vois-tu, là, légalement, là, entre autres, là, parce que l'affaire là, du manoir Richelieu, tu te souviens, ça vient tout de là. Mais tu sais que moi, là, c'est une des raisons pourquoi je suis devenu ADQiste dans la vie. Mario Dumont, à l'époque, il se battait contre les clauses orphelins qui faisaient que les jeunes, on n'avait pas la sécurité des vieux. Puis quand il embauchait, puis les syndicats négociaient ça, là. Ben oui. Ils disaient, au lieu de couper tout le monde, vous allez juste couper les nouveaux qu'on va engager à partir de maintenant. Non, mais il y a une logique là-dedans. Oui, mais c'est parce que pourquoi la nouvelle génération payerait pour la génération qui est passée en avant s'ils ont pas assez capitalisé leur fonds de retraite? C'est pas la faute des jeunes. Pour la même raison que tu viens de dire, c'est épouvantable d'avoir un contrat puis en cours de route de se le faire briser. Mais là, le contrat est différent. Mais attends une minute, là, les jeunes, là, ils ont signé où le contrat pour recevoir des centaines de milliers de dollars de dettes sur ses épaules? Ils ont signé où le contrat qu'ils vont payer 3-4 fois plus pour leur régime de retraite que ce qu'ils vont recevoir quand ils vont prendre leur retraite? C'est pas le sujet. Il y a personne Ben oui, c'est le sujet. Non. Ça aboutit à là, ces mesures-là, Marc. Le sujet, c'est que ici maintenant, je passe un... D'abord, attends, sont-ils obligés de l'avoir, le job? On n'est pas dans un goulag, là? C'est pas Staline qui dit, toi, tu vas être on a un régime public aussi, là. Je veux bien que croire. Tout le monde est obligé, oui. Je comprends. Je te dis juste que à partir du moment où tu arrives puis tu fais un contrat d'emploi avec l'employeur, qu'il soit l'État ou Costco, ben si tout à coup, c'est pas les mêmes conditions que celui qui était là la veille, who cares? C'est un contrat ici maintenant. Ça fait que... Mais, tu sais, le régime des rentes du Québec, là, je l'ai déjà calculé, j'ai déjà fait une étude pour l'Institut économique de Montréal là-dessus. Les pré-boomers, là, ceux qui étaient là au début, parce que tu sais ce que l'erreur qu'ils ont faite, hein? Ils ont commencé en 1960, quand ils ont fondé le régime, ils ont décidé que ceux qui avaient travaillé juste un an, mettons, ceux qui ont qui prenaient leur retraite en 1961, ben ils avaient leur retraite pareil comme s'ils avaient financé depuis 1943. Oui. Et ils se sont ramassés, puis ils ont payé. Puis on dit, c'est pas grave, le déficit, on réglera ça dans une génération ou deux. De toute façon, nous autres, on sera plus là pour se faire réélire, fait qu'on s'en fout, mais en attendant, on va acheter des votes. Grosso modo, c'est après ça qui a été fait par Jean Lesage à l'époque. Et en partant, le régime, il a été fait comme ça. Puis ceux qui ont commencé à cotiser au début, pour chaque dollar qu'ils mettaient, ils en retiraient 7, 8, 9. Aujourd'hui, là, même avec les années et les intérêts, c'est plus 2. Puis tout à l'heure, ça risque d'être en bas d'1. Qui va vouloir mettre de l'argent là-dedans? Qui veut mettre de l'argent dans un pot où tu sais qu'à la fin, il va t'en ressortir moins que ce que tu as mis dedans? Il n'y a personne qui va aller mettre de l'argent là-dedans. On va tout faire pour devenir des travailleurs autonomes puis plus du tout avoir à faire avec le régime de retraite publique. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire sauter à l'affaire parce que les jeunes qui vont rester vont être encore plus pressurisés puis il va leur en revenir encore moins, ils vont chialer encore plus. Fait que le système peut pas... Il va falloir qu'on fasse des réformes beaucoup plus importantes. Puis c'est pas juste aux jeunes à payer. Là. Par exemple, pourquoi on monte pas l'âge de la retraite? Il y a un paquet de pays dans le monde qui font ça. Les vieux sont de plus en plus en santé, ils vivent de plus en plus longtemps. Le 65 ans aujourd'hui, c'est plus 65 ans quand ton grand-père, ta grand-mère a pris sa retraite. Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Parce que ces calculs-là, à un moment donné, vont s'imposer d'eux-mêmes. C'est ça mon point. Oui. C'est que tu peux pas, c'est ça, c'est pas la même affaire. Tu sais quoi, la moyenne du recensement de 2017, l'espérance de vie au Canada, c'est 82 ans.
C'est ça. La ça moyenne monte tout le d'âge temps. monte. Exact. Ça veut dire que le nombre d'années de retraite n'arrête pas d'augmenter, lui Tout le aussi. temps. Tout le Tu as temps. raison. Tantôt, tu parlais là, que les gens vont passer plus d'années à la retraite qu'au travail. C'est déjà le cas pour certaines professions, comme les pompiers, les policiers. Fait qu'il n'y a aucun régime de retraite au monde qui a été fait pour que tu passes plus d'années à la retraite qu'au travail. À moins que ce soit super rentable. Puis ça, c'est parce qu'à moins que tu cotises en capoté puis tu donnes la moitié de ton salaire, mais il n'y a personne qui fait ça. C'est ça, je suis d'accord. Fait que là, donc, d'après toi, parce que moi, je te fais juste une hypothèse, c'est-à-dire qu'ils vont aussi devoir faire des coupures, puis ils vont les faire parce que, ultimement, électoralement, les gens vont pas faire « Oh mon Dieu, nos pauvres amis de la fonction publique. » Ça va être comme... Ils n'auront pas de sympathie. Eux autres, ils contribuent. Non, il y en a, par exemple, les infirmières et tout. On en a pour la fonction. Mais je te dis juste que... Mais quand ils vont descendre dans la rue pour avoir de l'argent, le monde qui va déjà être cassé vont dire non merci. Je pense que oui. Ça fait qui d'autre, après ça, va payer? Probablement, justement, les profits ces grandes entreprises. Mais ça, c'est dangereux parce qu'on est dans un monde de plus en plus ouvert où les entreprises, il n'y a rien de plus facile que de faire passer 1 million d'un pays à l'autre. C'est beau. C'est des jeux d'écriture. Ça fait que là, ça, à un moment donné, il va peut-être falloir légiférer pareil, je sais pas. On est dans un monde où on va vers le contraire. Justement parce que c'est de plus en plus difficile de contraindre une entreprise à rester en sol québécois ou canadien. Mais la question, comment ils peuvent, au Canada, puis au Québec encore plus, monter des impôts pour l'individu? Mais non, c'est comme topé, ça se peut presque pas. Il y a un seuil psychologique. Là. J'avais vu des études un moment donné là-dessus sur, à partir du moment où tu travailles plus pour le gouvernement que pour toi-même, l'impact que ça a sur la motivation, la productivité, puis l'intérêt de faire du noir. C'est évident. C'est comme, il y a un seuil psychologique, c'est 50, puis on est rendu là. Fait que ça va être très difficile de monter ça à 60, 70%. Là. Énorme. Parce que tu n'es pas obligé d'aller loin, tu as juste à penser au prix des cigarettes. Un moment donné, le monde ils ont acheté des cigarettes à plumes. C'est tout. Ça a fini là. Mais non, mais c'est ça qui est arrivé. T'allais dans n'importe quel bingo. Ma grand-mère, c'est pas une criminelle, là. Non. Elle était dans son sous-sol, elle allait au bingo du sol d'église, puis elle achetait des cigarettes, puis le curé était au courant. Il y avait quelqu'un qui était là, puis qui vendait des cigarettes à la porte. Ça fait qu'admettons que toi, tu es ministre de l'économie. Oui. Puis il faut que tu fasses une politique pour laquelle tu dis je suis désolé, là, il va falloir qu'on rembourse ça, en partie du moins. C'est-à-dire qu'une dette, ça peut traîner, là, c'est pas la fin du monde, mais en partie du moins. Tu as mis le doigt sur la première chose qu'il faut faire parce que vous savez que votre régime de retraite, c'est le plus gros investissement de votre vie. Tu sais, c'est là-dedans que tu vas mettre le plus d'argent. C'est comme. Puis le deuxième, c'est ta maison. Là. On met plus d'argent dans notre régime de retraite que dans notre maison. Fait que c'est le plus gros moton. Fait que quand tu as été en panique financière, où tu t'attaques au plus gros moton. Oui. Et moi, je pense que la première chose que je ferais, c'est que je transférerais les régimes publics de pension en REER. OK. Pour plus que le gouvernement ait des déficits actuariels, des déficits cachés, des déficits à moyen et à long terme. Là. OK. Fait que tu dis au monde, gars, prenez votre argent, là, puis vous êtes obligé de cotiser. Ou le gouvernement peut même, tu peux envoyer, il prendre, le percevoir, ça paye, là, mais il met ça dans un REER à ton nom. OK. Fait que Marc Boilard, il a son compte au gouvernement, puis à toutes les semaines, il donne 100$. Je te suis. Ça s'en va dans c'est que son t'arrêtes compte, de pelleter ça. Son employeur donne 100$, puis le gouvernement ramasse ça. Puis t'as un REER à ton nom, puis c'est plus un melting pot, là, un pot commun où tout le monde se pige, là, puis c'est fini ce temps-là. Le pot-là qui est fini, le party est terminé. Fait que ça, je pense que ça serait une première chose. L'autre affaire, on n'aura pas le choix d'attaquer le système de santé. Parce que la plus grosse dépense des dépenses de programme, là, c'est la santé. C'est plus que la moitié des dépenses de programme au Québec. Là, il faut que tu introduises du privé. Il faut que tu incites les gens à payer pour des choses qu'on n'a pas l'habitude de payer. Ça va être tough, là. Mais comment tu fais pour préconiser ça alors qu'on sort juste d'un moment où on a vu qu'il y avait des pans du système de santé qui étaient déficients puis qui, en cas d'urgence, c'est craquait de partout? Je veux dire... C'est ça, c'est contradictoire. Ben c'est ça. Tu es dans un système qui pompe de plus en plus d'argent. Puis la croissance des dépenses en santé, c'est 5, 6, 7% par année, alors que l'économie à tough, elle va descendre cette année, mais normalement, mettons qu'elle monte d'1, 2 après les années suivantes. C'est que d'année en année, tu as un problème avec ton plus gros pot où tu dépenses. Fait que c'est vraiment pas évident d'essayer de faire fermer les livres, mais il va falloir le faire, tu sais. Qu'on demande à des aînés, par exemple, de se dépouiller pour pouvoir rentrer en CHSLD ou en résidence personne âgée pour être sûr qu'ils ne payent pas. Il va falloir qu'on trouve une façon que ça ne puisse pas se faire. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font de parents qui font ça, ils donnent tout leur argent à leurs enfants, ils se dépouillent, puis là, ils s'en vont, ils disent qu'ils n'ont plus une scène, puis là, ils s'en vont dans le système de santé. Et là, on ne leur charge rien parce qu'ils n'ont pas moyen de payer. Oui, c'est pas bon, ça. Mais il faut pouvoir trouver une façon pour que ça puisse plus être légal, parce que ça coûte très cher. Puis il va falloir trouver aussi une façon pour ceux et celles qui veulent payer, pour avoir des meilleurs services, parce que justement, ils n'ont plus confiance dans ce système-là.
ben, qu'ils puissent sortir leur carte de crédit quand ils vont à l'hôpital. On aura... Ça sera même pas idéologique. Tu sais, tantôt, tu parlais d'un débat gauche-droite, tu as raison, mais à un moment donné, sinon, c'est quoi l'alternative? C'est qu'on coupe des soins de santé. On hurle déjà que notre système est sous-capitalisé, qu'il manque de ci, manque de ça. On va-tu couper dans la chair? C'est quoi l'alternative? Je sais pas. L'éducation, c'est la même chose. Tu peux pas, quasiment pas, dans une société du savoir, tu peux pas commencer à couper les enfants puis l'éducation, c'est... Puis les gros postes de dépenses... Imagine si on propose d'augmenter les frais de scolarité après toute l'histoire puis le passage des carrés rouges. Jean Charest, il a essayé ça va crier encore. Ça n'a pas été winner. Non, ça n'a pas été winner. Non, mais c'est parce que chacun va crier pour sa cour. Moi, ce que je me demande, c'est comment le gouvernement... Un numéro. Personnellement, ouais. Non, mais personnellement, tu sais quoi? C'est ce que j'aurais à cœur à faire. Mettons que moi, je réponds à ma propre question. Je suis ministre de l'Économie. Qu'est-ce que je fais avec cette boule de déficit? Ce que j'aurais à cœur, c'est quoi? Que tout le monde paye. Mais comment tu fais ça? Je me dirais, il faut absolument que tout le monde paye. Mais c'est impossible. T'en as 40 44 qui ne payent pas une scène. OK. Ben, comment tu le fais payer, eux autres? Une assistée sociale, comment tu le fais payer? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas comment. Peut-être que lui, on lui a rien demandé. Ça fait que, à quelque part, il va être dans une espèce de statu quo. On coupe l'aide sociale ou on fait de l'aide sociale un certain nombre d'années dans ta vie si t'es un travailleur, si t'es capable, si t'es apte au travail. Oui, mais je pense pas que ça, c'est problématique sur la boule de déficit, moi, de dire, là, entre toi et moi. Là, c'est pas des chiffres. Il y aura plus de petites économies, moi, de dire, qui vont gratter les fonds de tiroir tout à l'heure. Là. Ouais. Mais moi, quand je dis tout le monde, je dis tout le monde qui, actuellement, participe à l'économie. Là, la première chose que je ferais, je suis premier ministre demain matin, là. Tu réunis ton conseil des ministres, là, puis tu dis à tout le monde, puis Harper avait fait ça. Amenez-moi un plan avec des coupures de 5, 10, 15, 25, 30% dans votre ministère. Ouais, que ça se peut ou pas. Vous êtes obligé, là. Je comprends. OK? Tous les ministères. Oui. Il n'y en a aucun qu'on On fait un exercice, je te suis. On prend toutes les roches puis on les retourne, là, on cherche. C'est un peu ça que je veux dire. Fait que là, ça, c'est la première étape, peut-être. Et là, c'est sûr que ça va hurler. C'est sûr. Mais tu peux pas tout le monde va dire tu peux pas faire. Deux, ben non, je comprends. C'est parce que là, à un moment donné, il est là, le déficit. Il existe. Il ne va pas disparaître par un coup de baguette magique. Puis tu peux remettre en question, puis tu peux étaler ça comme un déchaîné. Mais à un moment donné, c'est pas de l'argent d'imprimer. Hein? Non. Il y a des institutions qui vont dire, ben là, si vous autres, vous dites, on la rembourse plus ta dette, on te repasse plus jamais. Là. Mais non. Il n'y a pas de solution. Tu te souviens qu'on avait eu cette discussion-là avec Gérald Filion. On l'avait reçu à l'émission il y a quelques mois dans le temps qu'on était ensemble. Puis lui, il avait dit, ben une des solutions, ça pourrait être d'effacer de la dette. Oui, ben c'est ça que je viens de te dire. C'est ça, mais lui, il disait ça, mais effacer de la dette, ça voudrait dire que tout le monde à qui on a prêté de l'argent dit « OK, vous nous devez rien ». À partir du moment où le gouvernement donne l'exemple puis qu'il commence à plus rembourser ses dettes, qu'est-ce qui va arriver économiquement? Parce que moi, ma prétention, c'est que non seulement ça ne réglera pas le problème, ça va être encore pire. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, il n'y a plus un chat qui veut prêter. Il n'y a plus aucune confiance dans les institutions gouvernementales québécoises ou canadiennes. Ouais. Puis tout le monde qui a une pièce va tout essayer de se sauver avec. C'est sûr. Puis le pays va faire... Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il justifiait ça comment, Gérald Filion? Il disait, on ne pourra pas rembourser ça. C'est parce que là, surtout que là, les taux d'intérêt, on est chanceux. Je ne sais pas si c'est une chance, mais les taux d'intérêt sont très bas. Ouais. Ils resteront peut-être pas bas éternellement. Là. Les taux d'intérêt, il y a plein de variables qui font que ça bouge. Là. Oui. Si les taux d'intérêt commencent à monter, on va faire quoi? Parce que là, à partir du moment où le pourcentage de tes dépenses, tu es déjà en dette puis en déficit par-dessus les oreilles, puis là, tu as de plus en plus de dépenses à payer de l'intérêt. Il y a un moment donné, là, à Ottawa, je me souviens, dans les années 90, on payait le tiers de nos revenus, c'était pour payer de l'intérêt sur de la dette. Oui. Mais on était vraiment dans la marge. Mais tu sais qu'il y a eu des périodes, je pense, à 20 % de taux d'intérêt pour l'hypothécaire. Ouais, c'était fou, rien. Je veux dire, mes parents ont connu ça. Ma sœur, Danielle, sa première auto était à 14 % d'intérêt. Puis chez le concessionnaire. Payé 2 fois. Moi, j'en annonce le groupe saillant des pubs, puis c'est du 0 % souvent. Là, donc, c'est 0, 1 %. Il y a plein des deals partout. Exact. Ça fait 14. Fait que c'est sûr que là, on sait jamais. Il y a rien. S'il y a une constante, c'est que c'est instable. Fait que c'est quoi les solutions là-dedans? Ça n'a pas besoin de monter de beaucoup. Là. Ça monte juste de 1-2 %. C'est catastrophique là, sur un déficit de 500 milliards. Absolument. Mais moi, je te dis que... Mais c'est drôle, tu dis que c'est pas idéologique, ça va être que ça. Parce que prends ton exercice où tu demandes à chaque ministère de couper, pas de couper en voulant dire « vous allez le faire », mais faites l'exercice, on va étudier ça tout ensemble.
que là, il arrive avec des coupures de 25 %, mais il y a des affaires là-dedans, mon vieux, qui sont totalement dans une pensée collective, d'autres qui vont être... Mais ça déborde le spectre idéologique gauche-droite, dans le sens Non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, un plus un va donner 2 encore. Prenons comme ce qui se passe pour chez nous. Là. On a un gars à Ottawa qui est identifié plus à la gauche là, avec Justin Trudeau, puis on a un gars qui est identifié plus à la droite avec Legault à Québec, OK? Qui est identifié, parce que moi, je le considère pas vraiment un gars de droite. Je pense que le côté péquiste, ça sort souvent, là, mais mettons que c'est ça. Les deux vont faire face au même problème tout à l'heure. Dans le sens où, quand ils ont géré la crise, leur popularité a monté, alors qu'idéologiquement, ils sont pas tout à la même place, là. Mais ils distribuaient des chèques, ils rassuraient le monde. Absolument. Bon. Quand ils vont commencer à faire mal au monde, parce que je t'enlève un service ou que je t'enlève de l'argent sur ta paye, tu perds de quoi? Fait que les deux vont être dans une dynamique où ils vont te faire perdre. Puis, la politique, souvent, tu votes pas pour, tu votes contre. C'est vrai. Et là, on va se mettre à voter contre les dirigeants. Puis là toute la crise qu'on a trouvée, qu'ils ont bien gérée, puis on trouvait-tu qu'ils étaient généreux, puis c'était-tu bon, les programmes de Justin, hein? Puis la PCU, c'était-tu généreux, puis on avait donc plein de besoins. Puis François Legault, il a-tu été bon dans ses conférences de presse à Carouda? Ben tout ce spin-là, ça va tout revirer de bord à 100%. Très probable. Le 75 %, ça sera plus de satisfait, ça va être d'insatisfait. Oui. Et là, le monde va... Parce que quand tu perds ta job, quand tu commences à perdre des bénéfices, quand on t'augmente tes taxes, quand tu es obligé de payer pour avoir un service public que tu payais pas avant, tu deviens en maudit après celui qui t'impose ça. Sais-tu quoi? C'est même au-delà de ça, c'est de la pure psychologie, si tu veux mon avis. C'est l'équivalent que quand tu es en train de pelleter l'hiver à moins 30, c'est pas vrai que tu penses à la belle journée à plus 30 sur le bord de la... Tu penses juste à ça. Ça fait que toute la belle performance que le gouvernement a pu avoir... C'est certain que si tout à coup, c'est comme « Hey, by the way, voici partout où on coupe », il y a personne qui va dire « Ah, c'est pas grave, vous avez tellement été bon quand vous étiez à la TV, c'est pas vrai. » Ça va être ici maintenant. Ça fait que là, la question demeure, c'est qui... Ben, ça va être dans la poche à qui ou dans le service qu'on va couper où, effectivement, ou est-ce qu'on va se demander... c'est qui, là, tu sais? Fait que là, toi, tu penses que ça se peut, ce que je dis. Là. Moi, je te dis que Doug Ford, François Legault, Justin Trudeau, même mon ami Jason Kenney, moi, je pense que tous ces gouvernements-là, là, non. La prochaine élection, ils vont tous tomber. Non. Ça peut pas, je te dis juste, c'est pas une équation. Ton raisonnement, il est super bon, mais c'est pas une équation. Il peut arriver des affaires imprévues. Non, ça, c'est sûr. La politique, c'est la politique. Pas juste ça. Regarde, Legault, comment ça allait bien avant que la crise arrive. Là, il n'y avait pas besoin de ça. Non. Là, ça allait super bien, son affaire. Ben, partout. Quasiment partout. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir dire ça m'a sauvé. Mais non. Il y a de tabarouette. Je veux dire de quoi? Moi, je le vois pas, là, en tout cas. Fait que, ça a été comme... Tout le monde s'en serait passé, même politiquement. Bref. En tout cas, je ne sais pas dans combien de temps ça va commencer à frapper, mais ils n'auront pas le choix. Là. La PCU finit dans quelques semaines. Déjà, ça va donner un petit coup. Là. Et là, ça va commencer tranquillement. Puis il va falloir qu'ils présentent un budget autant à Ottawa qu'à Québec, parce qu'on s'entend que les budgets qu'ils ont présentés la dernière fois, là, c'était de la science-fiction comparé à la réalité d'aujourd'hui. Exact. Et, fait que là, qu'est-ce qu'ils vont générer? Qu'est-ce qu'ils vont retrouver là-dedans? Je ne voudrais pas travailler au ministère des Finances. C'est parce que c'est le lien aussi entre la réalité et le politique en termes électoraux. C'est ça qui va être très intéressant. C'est-à-dire que veut pas, on ne sera pas là dans un meeting avec la chambre, la porte fermée, mais il va inévitablement y avoir des discussions à dire, regarde, entre deux mots, c'est lequel qui fait en sorte qu'on a plus de chances de passer pareil. Il y a des affaires qu'on pourrait faire que ça ferait pas trop mal. Je vais te donner un exemple. C'est sûr qu'idéologiquement, ça ferait une maudite bataille au Québec, là. Mais si le gouvernement dit demain matin, je vends Hydro-Québec, puis je vais prendre l'argent, puis je vais tout le mettre sur la dette. Je vais rembourser tout avec ça. Je vais rembourser, en tout cas, les milliards que je vais aller chercher avec ça. Là, ouais, mais parce que au lieu de couper dans ton régime de retraite, puis au lieu de couper tes soins de santé, je vais vendre Hydro pour payer les comptes. Oui, mais tu vends Hydro, Éric, c'est comme si tu disais, je vends mon condo que je loue pendant 25 ans pour faire un coup d'argent, mais il me rapporte pendant 25 ans. Je dis, Hydro-Québec, ça rapporte dans la poche de monsieur, madame, tout le monde. Oui, mais ça va rapporter dans 25 ans, tu comprends? Tandis que si je le vends là, peut-être. Là, je vais pouvoir éponger la dette de la dernière année, puis toi, tu vas être content, tu vas pouvoir voter pour moi, parce que moi, dans 25 ans, je serai plus là, puis je me chercherai pas à me faire élire. Je suis juste dans une dynamique électoraliste. C'est pas bête. OK, tu vendrais... vendrais... Le politicien va faire ça, ils vont pas se faire élire, ils vont s'en foutre dans 25 ans, eux autres, ils s'en foutent tout le temps. Ton hypothèse, je sais pas si c'est parce que tu lis ou tu te colles sur l'actualité française, mais beaucoup de monde en France ont commencé à parler que est-ce que la France va vendre des actifs? C'est ça. Mais ils n'auront pas le choix. Ça se peut. Parce que comment tu veux rembourser ta dette si tu peux plus étrangler le monde fiscalement? On vient de le dire, là, on est déjà là. Ouais. Puis couper des services, on le dit, le système de santé, il en manque déjà des ressources, les écoles aussi. Fait que si on veut pas trop couper de ce bord-là, on fait quoi?
Là, tu dis, bon, ben, coudonc, tu sais, ouais, c'est vrai, on a des buildings, on a de l'immobilier. Puis qui dit que c'est pas l'inverse? Qui dit que c'est pas, au contraire, à acheter du privé à mort pour générer du revenu? Faire des acquisitions, c'est une stratégie. Ben oui, on a vu ça avec le Cirque du Soleil récemment, avec Bombardier. Non, ils ont pris des intérêts. Ça a été très bon. Ouais, mais ça, c'est quand tu prends des intérêts. Non, ça a été zéro. Moi, mais en même temps, ça aurait pu être très hot. Hein? Je choisis un exemple que foiré, mais je veux dire, il y en a d'autres. Tu continues, là, la cimenterie mécaniste. Tu sais, je vais t'en sortir. Moi, je n'ai pas tant à donner. Donne-moi des réussites de ton bord, man. Mais le principe est que tu peux aussi faire des acquisitions pour investir. C'est que le gouvernement, là, c'est pas lui qui est là pour gérer des business privés. Non, les entrepreneurs sont généralement meilleurs que les politiciens pour faire des profits. J'en conviens. Moi, je pense pas que ça va être ça la solution, mais il y a une affaire, puis ça, c'est vrai en tant qu'individu, là, la crise va faire en sorte qu'il va y avoir des opportunités pour des gens qui ont du cash. Il va y avoir des choses à acheter à rabais dans les prochains alors, je mois. t'arrête tout de suite, pas seulement les gens qui ont du cash. Moi, il y a une affaire que je dis depuis le jour... Quand t'achètes avec quoi? Ton environnement peut changer à ton avantage. Comment? Moi, de mille façons. Si, mettons, avant, tu étais un employé dans une business qui faisait pas vraiment de chiffre d'affaires, puis pour X raison, tout à coup, cette business-là, elle explose. C'est sûr que toi, tu vas te retrouver avec un bénéfice de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis le début, moi, je m'acharne à dire une chose. Moi, j'ai fait aucune prédiction au gérant d'estrade. J'ai dit rien qu'une affaire. Depuis le début, il va y avoir des nouveaux gagnants et des nouveaux perdants. C'est sûr. Tu comprends? Ça fait que il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être c'est déjà passé, peut-être ça s'en vient. Ou est-ce que du monde vont tout à coup faire... tu parles... J'aurais jamais pensé que ça allait me tomber dessus, à la négative et à la positive. Puis il y a du monde qui vont rester un peu dans le statu quo. Ouais. Tu as tout à fait. J'ai regardé la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes là, commencer à faire des sondages justement sur le pourcentage de business là, que leurs revenus sont déjà au rendez-vous. Pourquoi que ça manque? C'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre? C'est parce que les clients viennent pas? C'est à cause des mesures sanitaires qui leur coûtent une fortune? Parce qu'on est tout en train de disséquer ça parce que ça nous est arrivé comme un coup de poing d'en face. Puis on n'a pas su ce qui se passait. Il y a des raisons croisées aussi. Là, on commence à voir clair au travers ça. Puis c'est sûr que si tu es un propriétaire puis toi, tu avais des grosses tours à bureau, c'est sûr que toi, tu étais un gros géant bien dans quelque chose de très sécuritaire. Puis aujourd'hui, tu es peut-être sur le bord de la faillite. Quand tu parles des perdants, là, ça en est peut-être. Qui aurait cru qu'un propriétaire foncier au centre-ville d'une grande ville, dans une métropole, serait un des nouveaux perdants? Pour le moment, on ne sait pas comment ça va virer, mais pour le moment, c'est comme... Moi, hier, écoute, ironiquement, tu le sais, on a parlé, j'ai parti plus qu'un podcast, moi, pendant la pandémie. Il y en a un qui s'appelle « Discussion avec un expert », que je fais sur mon LinkedIn. Puis je suis allé à une entreprise sur Beaver Hall, en plein milieu. Puis le gars, on arrive là, il dit « Hey, viens à mes bureaux, tu vois, je suis au 18e, tout, c'est super, c'est beaux bureaux. » Ils sont vides, Éric. Il y a comme 60 postes de travail, c'est que des ordinateurs. Il n'y a pas aucun employé. Zéro. Ils sont tous en télétravail, puis il fait « Sérieusement, pourquoi il reviendrait? » Je dis « Tu vas faire quoi avec ton pied carré? » Je sais pas trop, tu sais. Lui, je l'ai vu là, live, là. Ah non, le centre-ville de Montréal, ça va être catastrophe. Mais d'un autre côté, les gagnants, je vais te donner un exemple. Moi, au chalet, là, il y a un gars un peu boboche, c'est un entrepreneur dans le bois, là, tu sais. Puis lui, il construit des chalets puis des maisons secondaires sur le bord de l'eau. Là, il me dit, Rick, écoute, je viens d'en vendre comme 25, je sais pas ça va me prendre combien de temps pour les reconstruire, j'ai pas de main-d'œuvre. Il dit, c'est capoté, puis si je voulais, je pourrais en vendre 50. Il dit, c'est incroyable. Lui, il vient de faire des millions. Ouais. Comme ça. C'est écœurant. Puis il y avait de la misère d'en vendre une dans la pandémie. Je sais. Fait que, tu sais, il y en a là, qui vont faire la pièce tout à l'heure. Tu l'as vécu, tu as vécu ton condo. Oui, mon condo à Québec. D'un coup, ça se vendait tout d'un coup. Il y avait un boom immobilier. Oui, mais puis encore là, moi, ce bout-là, je le comprends toujours pas. Je vais être franc avec toi. Là. Tu comprends pas que l'immobilier a monté? Hein? Non. Ça a-tu recommencé à descendre de Montréal? Toi, tu checkes ça pas mal. Ben oui, parce que dans le centre-ville où moi j'habite, là, c'est stagnant vers en bas. Stagnant vers en bas. Alors qu'ailleurs au Québec, c'est le contraire. Oui, exact. Le centre-ville va subir l'inverse de Historiquement, c'était le contraire. Mais comment c'est ça que les gens n'ont pas eu peur des paiements à venir pour... Il y a un bout que je comprends pas. Ils reçoivent des chèques à Justin. Non, 2000 $, tu n'achètes pas un condo, je suis désolé. Non, mais ça me fait penser les à la business bourse. ont reçu 40 000 $. Il y a des salaires qui sont financés à 75 % par le gouvernement dans certaines grandes entreprises. L'argent du déficit, là, on l'a distribué. Fait qu'il y a des gens qui ont été arrosés là, ces derniers mois. Okay. On s'en est peut-être moins rendu compte. Moi, ça sérieux, prend plus de temps dans ma logique, à moi, là, je vois difficilement, dans ce que je lis, j'observe, ou dans mon milieu à moi, j'ai bien de la misère avec cette idée-là. De la même façon que je me rends compte que la bourse, c'est zéro un portrait de l'économie. C'est un portrait de ce que les gens pensent qui va arriver avec l'économie. Et des multinationales. Exact. Ils ont plus le contact avec les PME. C'est fou.
Parce que, puis, ça part en vrai, là, tout à coup, tu fais comme basé sur quoi? moi, j'étais un gars qui aime beaucoup les petits commerçants, les petits entrepreneurs. Tu sais, j'ai été élevé là-dedans. Mes parents, c'était des entrepreneurs. Mon chum, c'était un entrepreneur. Moi aussi, j'ai eu des business. J'aime beaucoup les PME, OK? J'étais un fan de PME. Puis les multinationales, ben, tu sais, on vit dans un système capitaliste. Les entreprises ont le droit de grossir, puis c'est bien correct, oui. là. Mais à la base, j'ai un biais positif, favorable aux PME. OK. Puis je me rends compte que c'est elles les victimes de la crise. C'est clair. Puis ça m'écoeure. Parce que les multinationales, c'est sûr qu'ils vont aller chercher une plus grosse part du gâteau. C'est déjà commencé. Oui. Et puis c'est plate. Tu sais, je voyais le Walmart qui va investir 3,5 milliards au Canada dans les prochains pour s'actualiser techniquement. Là. Alors qu'on a plein de petits commerces québécois qui vont fermer. Pendant la crise, tu sais, le gouvernement Legault a fermé toutes ces PME-là. Ils ont été obligés de fermer. C'est pas parce que des entrepreneurs qui sont paresseux et que ça ne leur tentait pas ou qu'ils avaient peur. Là. Ils ont été obligés. Puis Walmart vendait leurs produits pendant ce temps-là, puis eux autres avaient le droit de rester ouverts. Tu sais, puis Costco, puis tout ça. C'est sûr que je trouve ça épouvantable ce qu'on leur a fait. Puis ils ont mais c'est pas pour le fun non plus. Là. Non, je te dis ils ont beau leur donner 40 000, ça compensera pas. Là. Quand tu fais faillite, non, je comprends. C'est tough. Là. Et puis ils n'ont pas fait ça exprès, je comprends, là, mais ils auraient pu le faire autrement. Moi, tu le sais, depuis le jour 1, moi, j'étais contre ça, qu'on laisse les gros ouverts puis qu'on empêche les petits d'ouvrir. Puis je comprends pas la logique non plus. Pourquoi c'était moins dangereux d'aller dans les places où on était en ligne chez Costco plutôt que de rentrer un par un dans un petit commerce sur le bord qui a pignon sur rue. La logique à la base, je l'ai jamais compris. Ben, c'est parce que là, il aurait fallu quasiment que tu forces les gens à aller dans des petits commerces. Ils ont fait ça en Autriche, je pense. Ils ont fermé tous les commerces qui avaient plus que tant de pieds carrés, toutes les grandes surfaces. Ah ouais? Puis ils ont laissé juste les petits ouverts. OK. Mais c'est pas. Il n'y a pas de modèle, c'est rien de bon. Là, je veux dire, tu fermes les commerces. Puis il y a du monde qui travaille dans les gros commerces, là, tu fais perdre des jobs aussi. Oublie pas qu'il y avait une frénésie pour acheter du papier de toilette aussi. C'est qu'il y a peut-être du monde qui aurait fait ben voyons, vous fermez le Costco, je vais mourir, là, ça me prend du. Ben, écoute, je sais pas la tête du consommateur à ce moment-là. Rappelle-toi juste la rumeur que la SAQ allait peut-être fermer. Hein? La journée que ça a parti, tu te souviens, on réveillait au-dessus d'une SAQ, il y avait un line-up quand on est sorti dehors. Incroyable. C'est-tu important, l'alcool, hein? Mais le papier de toilette aussi. Oui, non, mais je veux bien croire. On a compris c'était quoi les services essentiels. Alors, si tu m'oublies... exact. Si tu me demandes vraiment à choisir entre... Tu es obligé, c'est un ou l'autre. C'est un 40 onces de vodka ou du papier de toilette. En tout cas, si j'ai pas d'alternative au papier de toilette, disons qu'il y en a sans rentrer dans les images, man, je choisis pas l'alcool, là. Ah non, moi, je choisis l'alcool, c'est sûr. Pour vrai. Ben là, c'est pas compliqué. Là, t'as jamais eu ça un bidet chez vous? T'as jamais... Non. OK, moi, j'ai habité dans des pays où il n'y en avait pas de papier de toilette. Ah, puis, ouais? Je vivais très bien. Ah, là. OK. Puis sais-tu quoi? Ça, c'est une affaire. Je suis allé chez vous, t'as pas de bidet là? Non, pas chez nous ici, là, mais quand j'habitais à l'étranger, oui. Puis j'ai vécu pendant 1 an, 2 ans, pas de papier de toilette. Tu sais que c'est une bonne question quiz à demander aux gens. C'est A ou B, êtes-vous plus papier de toilette? Aux bouteilles de vin. Puis, mais tu sais quoi? Ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé là-bas, puis choqué un peu, les gens là-bas trouvaient que c'était nous autres, les cochons. Parce qu'on utilisait du papier de toilette. Écoute, quand le monde qui sont jeunes... Ben oui. Ah, tu le savais? Non, je fais juste te dire que t'as raison. Écoute, les gens me disaient, du papier de toilette. Ah, c'est pas propre. Vous mettez vos mains là. Pourquoi vous... Non, c'est que le papier, pour eux autres, ça nettoie pas. Il faut que tu aies de l'eau, il faut que ça soit... Je te comprends. Pour eux autres, du papier, là, on fait juste étendre, puis c'est dégueulasse. Ouais. Fait que, y a quelque qui chose laverait ses vides juste avec du... juste du papier, pas de Windex. Ça marche pas. C'est ça. Fait que... Fait que c'était... J'ai vécu dans l'autre paradigme. Fait que peut-être que je suis une exception, là, mais c'est ça. Moi, je choisirais la bouteille de vin pour revenir au sujet de base. Bon, assez parlé de dépression puis de la crise économique qui nous attend. Parlons un peu de quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus humoristique. Parlons de Guy Nantel parce que cette semaine, il y a une nouvelle qui, toi et moi, nous a fait sursauter. On sait que la course à la chefferie au PQ achève. Ben, on le sait-tu? Ben, on le sait-tu. Moi, plutôt, on le sait parce qu'on suit ça avec un microscope. Et je vais dire... monsieur, madame, tout le monde, ils savent même plus que le PQ existe. Fait que là, c'est la course à la chefferie, ça passe bien loin. Non, mais je trouve que c'est quand même important pour eux autres, puis tout, puis je respecte ça. Moi, je suis pas anti-PQ pantoute. Je fais juste dire que j'en reviens pas comment... Je fais juste une petite parenthèse pour démontrer à quel point, politiquement, rien ne compte à part la gestion du COVID. L'Assemblée nationale pourrait être fermée, mon vieux. Tout le monde s'en C'est quasiment plaint. ça. On a des mesures d'urgence sanitaire qui font que les parlementaires ont à peu près plus de pouvoir, puis le premier ministre fait à peu près ce qu'il veut présentement. Hein. On vit, même s'il n'y a plus de pandémie, même si les chiffres diminuent, le gouvernement continue à faire ce qu'il veut. On vit vraiment dans un... On n'a jamais vécu ça. Là. Ben, de toute façon, juste le fait que nos frontières sont fermées, là, tout ce qui se passe présentement est atypique, là, mais pour revenir à la course au PQ, ouais, ben c'est ça. Tu as tout à fait raison, est complètement passée sous le radar. On dirait un show sur le web, là, tu sais. Qui sont 50 à suivre. Ouais.
Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ceux qui n'ont pas suivi ça, on va vous en parler un peu parce que c'est important en démocratie de parler des partis politiques. Ben oui. Là, Guy Nantel avait des spectacles de prévus pendant la pandémie. C'est un humoriste, on le sait. Ces spectacles-là ont été obligés d'être remis parce que le monde avait déjà acheté le ticket. Absolument. Et là, c'est un contrat. Il faut bien que les gens comprennent. C'est pas lui qui décide j'y vais pas. Là, il y a une course à la chefferie qui arrive puis qui fait qu'il va être élu ou battu. Puis ces contrats sont après parce que les shows peuvent pas être maintenant. Non. Et là, ça pose la question, peut-on être chef d'un parti politique puis parler aux électeurs le jour en leur disant « Votez pour moi comme premier ministre » puis le soir être un clown en train de faire des spectacles d'humour? Ben, de un, moi, je vais te répondre plusieurs choses. La première, c'est que c'est ultra temporaire. Puis que, comme Guy l'a dit, c'est des contrats, sinon ça me coûte 250 000 $ pour les résilier. D'après moi, on peut quand même comprendre l'idée, de un. Deuxièmement, techniquement, on devrait permettre aux gens d'avoir plus qu'un chapeau, parce qu'on a tous plus qu'un chapeau. Mais je sais très bien que ça se fait pas de même, puis que t'es dans une boîte, je suis dans une boîte, il est dans une boîte, on met tout le monde dans des boîtes. C'est qu'on met la boîte à Guy Nantel selon où on veut l'avoir. Est-ce qu'on veut l'avoir comme humoriste ou comme politicien? Et les deux, je suis désolé, mais sont très difficilement interchangeables. Et troisièmement, rappelle-toi, il y a un commentaire qui a été fait par un des trois autres de ses collègues qui se présentent, là, en disant « Ouais, mais toi, t'as fait des jokes d'agression sexuelle sur Alice Paquette, puis blablabla. » Et il répond « Oui, mais c'est mon personnage. Je suis désolé, mais les gens la font pas, cette différence-là. Moi, je peux te le dire, je l'ai vécu. Si tu mets pas une perruque avec une fausse moustache, des dents, puis tu changes pas ta voix, tu n'es pas autre chose que toi-même. » Guy Nantel, quand même qui dit « Je fais un personnage de gros colon. » Ça passe pas. Surtout pour quelqu'un qui est un détracteur de Guy, ça passe pas. Mais je voulais te parler de ça, Marc, parce que quand j'ai vu cette histoire-là, sur le coup, c'est sûr que spontanément, on pense tous, ben écoute, il a signé un contrat, il a pas le choix, il faut qu'il l'honore. Il est humoriste, il a le droit de se présenter en politique. Bon, fait que la base, tout le monde est d'accord avec le principe. Je pense pas qu'il y a personne qui veut l'empêcher de travailler puis qu'il y a personne qui veut l'empêcher d'être un politicien s'il veut se présenter aux élections, OK? Mais tu as raison, la perception du public est différente. Puis quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai pensé à toi. Parce que toi, tu as vécu un peu cette transition-là d'une certaine façon, parce que tu as travaillé dans le domaine de l'humour. Ouais. Puis moi-même, j'ai été le premier qui a eu les préjugés que monsieur, madame, tout le monde risque d'avoir à travers Guy Nantel. Là. Oui. Il risque d'avoir le même problème avec les lecteurs que toi, tu as eu avec moi. Oui. Moi, je te voyais comme un humoriste, un gars qui match des fanfaron, blablabla, des douchebags, c'est ça. qui fait des jokes de cul, puis qui rit de lui-même, qui a un bon sens de l'autodérision. Moi, c'était ça, Marc Boilard. Ben oui. Fait que quand on m'a parlé que Marc Boilard, je préfère de la radio puis commenter l'actualité avec lui, je me disais, voyons, non, il est tombé sur la tête. Ouais. Je commenterais pas ça avec un clown. Ouais, je comprends. Je ne mettrais pas une perruque, pain et rouge pour commenter l'actualité. Là. Non, mais puis c'est ça qui va être le problème avec Guy Nantel. On va avoir l'impression qu'on parle à un clown, puis que c'est un clown qui veut notre vote. Puis je dis pas ça contre Guy Nantel, secondes. Là, j'espère même qu'il va gagner le leadership. Si j'étais membre du PQ, je voterais probablement pour lui. Ses propositions sont hyper articulées à Guy. Moi, je le suis sur Twitter. Là, c'est pas un cave, le Guy Nantel. Mais non. Mais en même temps, c'est dur en maudit de le voir autrement qu'un clown. Alors, moi, je vais te dire que tout ça, c'est à l'usage. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, ils ont mis ça dans sa cour en disant « Ah, tu fais deux jobs, dans le fond. Tu es encore humoriste, puis ça marche pas pour, entre autres, les raisons que tu parles. » Oui, ses adversaires vont tirer là-dessus, c'est sûr. Mais OK, mais après 22 spectacles, merci, bonsoir, le gars, il est tout à fait conséquent. Je deviens, si je suis élu, un politicien à temps plein. L'humour, si ça donne un jour, je commencerai pas à faire deux trucs de front. Ça amène d'ailleurs l'idée qu'un politicien devrait toujours juste faire ça à temps plein. Ça devrait jamais être... en France, c'est un problème, ce qu'on appelle le cumul des mandats. Tu peux être maire d'une ville puis être député en même temps. Non, mais ça a été comme ça au Québec pendant une certaine époque. Hein? Bon, mais c'est ça, mais il faut que tu te consacres à ça. Non, mais il n'est pas capable, il le dit. Mais la gestion de l'image, qui est le sujet, dans le fond, c'est que pour bien du monde... Et là, ce qui est drôle, c'est de voir aussi que les arguments contre sont bien entendu toujours des détracteurs. Ben, c'est normal. T'es en politique, t'as toujours des détracteurs. Voilà. Il en manque jamais à ça. C'est ça. Ça fait que là, il faut voir. Puis, j'écoutais justement l'émission qui inspire la nôtre, Zemmour et Nolo. Puis c'était un ancien épisode avec un gars, je sais pas si tu le connais, c'est un politologue qui s'appelle Jean-François Kahn. Ça me dit quelque chose. Bon. Puis il a dit une phrase, mon vieux, puis tu vois, c'est toujours dans le sujet. Je t'en parle là, mais je pourrais t'en parler dans n'importe quel autre propos quand on parle de parti politique. Puis j'avais jamais pensé à ça. Il a dit, c'est toujours la base qui est le pire ennemi de l'élection d'un parti. Ben oui. Non, mais j'en viens pas. Parce que tu veux plaire à ton électorat de base. Qui ne sera jamais assez nombreux pour gagner. Puis quand tu commences à aller chercher plus large, ils sont fâchés parce que tu te dénatures. C'est malade. Ben oui. Fait que tu fais toujours tes courses au leadership pour plaire à ta base, puis
tes élections pour plaire au public. Exact. Puis pour déplaire à ta base. C'est ça. Mais en politique, ça, c'est le b.a.-ba. C'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'une course au leadership, faut pas être trop loin, mais faut que tu y ailles juste assez pour la gagner. Ouais. Mais après ça, faut que tu penses à après que faut pas que tu y ailles trop plus parce que tu vas être pogné avec l'électorat. Mais sinon, tu seras pas face à l'électorat si tu plais pas à ta base. C'est toujours un dilemme qui est assez déchirant pour tous les politiciens. De job. Je veux que tu... Parce que Marc, t'es peut-être celui qui a le plus réussi à faire cette transition-là. Quel conseil tu donnerais à Guy Nantel? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Le conseil, c'est le conseil que, naïvement, à la blague, Sylvain Bouchard, quand j'ai parlé de ce sujet-là, a dit, puis au départ, j'ai fait non, puis j'ai fait, sais-tu quoi? Pour le reste de ses shows, quand il arrive sur des sujets touchés, il devrait faire un personnage avec un déguisement, ce qu'il a déjà fait. Guy a déjà fait, je l'ai vu, il faisait un itinérant déguisé, etc. Okay, pour ses shows, il se déguise, comme ça on sait que c'est pas le politicien qui Dans parle. certains numéros, les numéros, mettons, touchés, là, ben tout à coup, il fait un personnage, et ce personnage-là fait en sorte que là, il n'y a plus aucun doute. Il se déguise en ivrogne ou en gros colon ou en policier, n'importe quoi, là. Voilà, parce que je sais, je le connais, ça fait 20 ans. Guy, lui, il a décidé qu'il mettait plus de perruque, faisait plus de personnage, c'était dans sa démarche. C'est ça. Ouais, mais là, il est entre deux démarches. Là, à un moment donné, il va falloir une concession à quelque part. Okay. C'est que moi, si j'avais un conseil de gérant, ce que j'ai fait, je dirais, quand tu vas faire tes shows, pour être certain que toi, t'es clean à mort, pas tout le long. Souvent, c'est normal que ce soit Guy Nantel qui est en train de faire un édito drôle. Mais pour certains bouts où tu fais un peu ton soi-disant gros colon, Jean-François Mercier, Éric, a vécu le même problème avec le gros cave. Yves Boisvert a fait un article après un bye-bye, ça de gros pour dire « Hey, le gros cave », en voulant dire « vrai gros cave ». Jeff avait dit « Mais comment veux-tu marquer le gros cave, penser que c'est moi? » Ben oui, parce que, je le répète, c'est un réflexe. On met les gens dans les boîtes. Si je te vois, puis c'est Éric Duhem, quand même, tu dis « Non, c'est pas le même Éric Duhem. » Ben non. Moi, je vois le même. C'est tout. C'est terminé. Mais on le vit, toutes les personnalités publiques le vivent à un degré divers. Parce que, veut pas, on a une image publique. Puis, ce qu'on est dans la vraie vie, là, on n'est pas au travail. T'sais. Puis tout le monde qui nous écoute, vous travaillez, puis vous êtes à la maison avec votre famille, votre femme, vos enfants, vous n'êtes pas la même personne. Oui, vous êtes le même individu, mais la façon dont vous parlez à vos employés, c'est pas la même façon dont vous parlez à vos enfants puis votre femme. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Non, mais ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui, dans les médias, moi, tu le sais, j'ai toujours eu ce discours-là, où je trouve qu'on a une démarche qui est extrêmement similaire, toi puis moi, c'est qu'on est exactement pareil, on tient le même discours sur le même ton. Le discours, oui. Que si tu es à Radio-Can, par exemple, où tout à coup, des gars comme nous autres qui sont chums dans la vie commencent à se vous voyer parce que le micro est allumé. Bon, ben, c'est de leurs affaires. Moi, je te dis, je suis pas dans cet esprit-là, toi non plus d'ailleurs. Ça fait que ça dépend aussi des gens, puis ça dépend des cultures autour. Mais moi, je trouve que c'est important que les gens sachent qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine. Écoute, Éric, pendant combien de fois on parlait que tu venais de t'acheter une laveuse, tu ne savais pas comment ça marchait? Le monde me disait des fois, « Ah, allez-vous finir de parler de ça? » C'est drôle, tu m'en parles tout le temps. T'as hâte qu'on arrête d'en parler, mais tu m'en parles. C'est quoi cette affaire-là? Je m'en fais encore parler. Ben voilà. Parce qu'il y a un côté intimiste qui fait qu'au lieu d'avoir l'impression d'être un robot journaliste, qui ont le droit parce qu'ils font le job ou ce qu'ils disent qu'ils vont avoir un certain détachement, ben là, tu es en animation, tu es en opinion, etc. Moi, je crois qu'il faut que les gens aient accès à quelque part à un bout de ton intimité. Mais il y a un bout que, quand je suis dans mon intimité, j'ai plus envie de débattre, j'ai plus envie de parler de politique, j'ai envie de parler d'écouter le hockey, puis j'ai envie de parler avec mon chum du chalet puis du chien, là, tu sais. Fait que je suis pas le même... Puis, mais les gens, quand ils me voient à l'extérieur... Eux autres, ils n'ont pas envie de me parler de mon chien puis de me parler de mon chalet. Ils ont envie de parler de politique. Mais comment tu gères ça? Ben, moi, avec des amis... J'ai pas le choix. Mais quand c'est mes amis, des fois, je leur dis. OK, parce que moi, je l'ai fait. À un moment donné, tu deviens tanné. Là. Exact. Moi, du monde, mettons, qui nous écoutait à la radio, puis après ça, l'émission est finie, puis ça appelle. Ben, c'est parce que là, je viens pas mal d'en parler avec Éric. J'ai fait une couple d'heures, c'était ça. Ma journée est faite. C'est ça. L'overtime, ça coûte cher. Mais c'est vrai pareil, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est le conseil pour revenir au conseil à Guy Nantel. Ben écoute, c'est peut-être farfelu parce que moi, je pense que tout ça est temporaire. Ça devrait plutôt être ça, son message. Combien de temps ça prend? Toi, combien de temps ça t'a pris ton sevrage? 10 ans. Puis demain matin, si tu recommences à faire des shows d'humour, ça va-tu être à recommencer à case départ? C'est-tu pour ça que t'en fais plus? Ben non, comme je te dis, j'ai recommencé. Mais c'est pas des shows d'humour. Non, t'as raison. C'est comme ce qu'on fait là live, absolument. Mais écoute, comment je pourrais te dire ça? Ben moi, j'ai fait la pire offense. Là, actuellement, Guy, il fait pas une offense. Il fait juste dire... Les gens disent « Ah, t'as deux chapeaux. » Moi, j'ai fait 2 offenses en même temps. J'ai été macho, puis j'ai été prétentieux. Demande à Léger... encore? Oh oui, t'es drôle, toi. Demande à Léger, là, comment il s'appelle? Jean-Marc Léger. Oui. Demande-y son livre, là, Les Québécois, c'est quoi, là?
C'est J'aime quoi pas ça, ni un ni l'autre. C'est les deux pires affaires. Et moi, je suis arrivé là, mon gars, comprends-tu, bing bang, ah ouais. Oui, mais c'était ton personnage. Ben, c'était le jeu. Ben, personnage, oui et non, dans le sens... Il était pour vrai aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'assumais cette provocation. Ça fait que, mais 10 ans, Éric, 10 ans. 10 ans où ça n'aurait pas duré 10 ans si la télé avait fait « Ah, OK, on y va, blablabla. » Ça a duré 10 ans parce que pendant 10 ans de temps, il y a des gens qui décident qui on va voir. C'est pas les auditeurs. Ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre. C'est dans le bureau que... Tout comme c'est l'intelligentsia du PQ qui a un problème avec ça. C'est pas nécessairement les électeurs. Je pense pas. Je pense pas. Les gens, comme je te dis, ils vont peut-être confondre ou dire « Ah, je l'aime pas, donc je vais trouver cette raison-là. » Mais dans la vraie vie, tu peux aller voir quelqu'un que tu trouves drôle en se disant « Ah, il est en train d'achever une étape, puis il va en commencer une autre, puis je le trouve crédible. Il y a où le problème? » En tout cas, je ne pense pas qu'ultimement, ça va être ça qui va faire la différence. Je pense pas que c'est parce que Guy Nantel va faire quelque chose. Mais c'est qui ton préféré des quatre? Ben, c'est lui. Ouais, moi aussi. Parce que, j'aime Frédéric Bastien. Intellectuellement, j'aime certains débats qu'il amène. J'aime l'image de jeunesse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi aussi. Puis j'aime le gros bon sens de Guy Nantel. Ça se peut-tu que ce soit d'excellents candidats avec un mauvais parti? Aussi. Mais sérieux, ces gars-là, ils gagnent à être dans la vie politique. Je trouve rien, par exemple. Moi non plus. On dirait que tu me le dis, puis c'est comme je t'aurais dit, ouais, tu sais, lui, puis l'autre. Là, Puis ça a l'air que c'est lui qui va gagner. Ah, peut-être. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bon parce que ça colle pas. Ça veut dire aussi que la base n'est peut-être pas connectée avec la population. Là. Souvent, que ça revient à ce que tu disais tantôt. Là, la base puis la population, c'est deux choses bien différentes. Puis c'est triste. Là, je voyais que le PQ, même, il est rendu qu'ils ont 2,5 millions de dettes. Ils sont plus capables de rembourser leurs dettes. Puis que ça me, tu sais, ils se battent pour un bateau qui a de plus en plus l'air d'une épave. Puis ça n'a rien à voir avec les qualités individuelles ou non de ces gens-là. Au contraire. C'est un cycle politique où le débat référendaire fédéraliste souverainiste, je pense, est complètement rendu à terme. Puis il y a à peu près plus personne qui se divise là-dessus. En tout cas, au moment où on se parle, ça peut changer, tu as raison. Oui, parce qu'en France, là, c'est extrêmement... c'est la grosse mode. Écoute, je dirais depuis 6 mois, hein, pas depuis 10 ans, là. Là, c'est vraiment le souverainisme. Michel Onfray a lancé une revue Front populaire. Écoute, là, la moitié rentre dedans en disant c'est épouvantable. L'autre fait comme enfin. C'est du nationalisme. Ben, c'est ça. Le nationalisme au Québec, ça peut non, mais eux autres, c'est souverainisme avec l'Europe. Ouais, excuse-moi de le préciser. Ouais, c'est important. Ça. C'est pas la même chose. C'est la nation. J'ai pas l'impression que c'est... Parce qu'ici, c'est pas le même discours qu'on a. En tout cas, il n'y a rien d'impossible. Mais au moment où je parle, t'as raison. Puis la nouvelle génération est tellement pas là. Zéro. C'est ça qui est le vrai problème du PQ. La preuve, à Montréal, ils ont perdu 2 générations. À Montréal, ça parle anglais plus que jamais. Tu sens-tu qu'à part... C'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Mais je veux toi, dire... tu remarques ça tous les jours? Oui, mais je veux dire, personnellement, moi, je le vis très bien. Ça te dérange pas? Pas tout. Je suis là. T'es au Québec, Calvaire. Ben oui, mais je te dis, je suis au Québec, oui. Québec, il y a une ville qui s'appelle Montréal. Si tu veux la franciser au complet, ben là, à ce moment-là. Non, pas la franciser, mais de là à l'angliciser de plus en plus, il y a une limite. Écoute, je suis pas en train de te dire c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Je suis en train de te dire que je vois pas que ça se vit mal. Moi, ça veut dire quoi? Comment tu vois ça, que ça s'anglicise? Parce qu'il y a de plus en plus de serveuses ou de vendeuses qui disent bonjour, aïe. Ouais, puis tu l'entends, puis c'est la rue, il y a des anglophones. Parce que moi, le bonjour, aïe, il me dérange pas pantoute. Pas tout, moi non plus. Mais me faire servir en anglais puis me dire sorry, I don't speak French, ça, je le prends pas. Je trouve ça poche, mais à la rigueur, il y a un bout aussi que c'est vivre en société. Tu sais, regarde, il y en a qui bégayent, il y en a qui... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, je m'excuse, mais quand t'es né à Montréal, tu parles pas français, là, le problème, c'est pas parce que... Ça s'appelle Montréal, Éric. C'est un problème... T'as un problème contre les francophones, là. Ben, tu pourrais... Écoute, sais-tu quoi? Il y a combien de Chinois, puis il y a combien, tu penses, de Syriens ou autres qui arrivent, puis qui rejoignent leur famille, puis qui parleront pas un mot de français, probablement ni d'anglais. Je veux dire, ça existe. Ça fait-tu en sorte que c'est épouvantable, je capote? Moi, je te dis juste que j'ai pas... Ben oui. Ah, pas moi. Moi, je veux... Alors... Mais pourquoi ils viennent ici s'ils veulent pas apprendre notre langue, ils veulent pas s'intégrer? C'est ça que je comprends pas. Christy, si tu veux parler chinois, il y a d'autres places ailleurs dans le monde, ça parle chinois, là. OK. Ben, c'est parce que tu places la langue comme étant le seul vecteur de communication. Ben non. C'est parce que c'est un gros handicap quand t'es pas parler avec 83% de la population de l'endroit où tu as décidé d'émigrer. Si c'est un handicap au point que tu vas en mourir, là, j'ai l'impression que c'est une autre affaire. Manifestement, on peut vivre dans ces communautés-là, etc. Moi, non, ça m'irrite pas. Je trouve qu'à quelque part, dans la mesure où la majorité le demeure. Hegel disait une grande phrase, à un moment donné, la quantité devient une qualité. Ça fait que tant que la quantité fait en sorte que on est avec une majorité francophone, etc., moi, je vois pas le problème. Ceci étant dit, si ces proportions-là s'inversent, c'est que je te dis pas qu'il faut pas ouvrir là. Effectivement, ce problème-là, c'est pas quelque chose genre « Ah, occupez-vous-en pas, c'est pas grave ».
Tu me demandes la question à moi, est-ce que ça se vit bien? Je te dis juste que des fois, j'entends des gens parler en anglais, je capote pas. Comme ça arrive que je suis au centre-ville, puis il y a quelqu'un qui fait du bruit à 3 heures le matin, je capote pas. C'est juste ce que je dis. T'appelles pas la police. J'appelle pas la police. La police de la Mais dis pas, ça y est, on est envahi, ça va crier tous les soirs Moi, à 3 par heures. exemple, je fais quelque chose. Moi, si je vais dans un restaurant, puis la serveuse me dit « Sorry, I don't speak French », moi, je dis « Sorry, I'm not supporting you ». Puis T'as je le me droit. lève, puis je sac mon T'as verre. entièrement le droit. Moi, je le fais, mais ça, je le fais, puis j'ai le droit de le faire comme consommateur. Complètement. Moi, si tu me respectes pas assez pour Non, mais me même parler comme dans la langue de la citoyen. majorité, je suis pas obligé. Moi, je te supporterai pas comme entreprise. Tu as le droit même comme citoyen, Eric. Je suis pas en train de dire « Ah ben voyons, je suis pas d'accord, on devrait ». C'est pas ça que je te dis. Moi, je réponds, je le répète, au jeu. Je vis bien avec ces situations-là. Elle m'inquiète pas pour le moment, mais c'est un cas qui est... C'est comme le nationalisme. Mais je suis pas anglophobe, là. Je suis pas en train de passer. J'ai bien compris. Mais sauf que, tu sais, si je vais à Toronto, ben oui, je vais parler en anglais. Puis si je vais n'importe où ailleurs dans le monde, comprends. je vais parler en anglais. Mais Ce qui mériterait, Ici, au c'est Québec, quelqu'un ça en m'écoeure. anglais qui nous exigerait qu'on le serve en anglais. Ça, pour moi, c'est plus irritant. ben, en même temps, ça, tu vois, je trouve ça moins pire. Un touriste qui arrive à Québec, un Américain qui a jamais mis les pieds au Canada, qui arrive de New York, puis qui s'en vient passer une fin de semaine au Château Frontenac, puis il demande à se faire servir 2 œufs pochés au château, puis que la fille, elle parle pas en français, puis il exige qu'elle comprenne, elle parle pas anglais, puis il exige qu'elle comprenne ce qu'il dit, puis il est pas capable de parler français. En quelque part, je peux plus comprendre. Je vais avoir plus de facilité à parler à ce gars-là, puis l'aider avec sa langue, OK. que un Québécois qui est ici, qui est né ici, puis qui parle pas français. Pourquoi, quand tu me donnes tantôt, il y a 30 secondes, l'exemple, quand je vais à Toronto, je comprends qu'ils ne parlent pas français. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont à Toronto, là. Ben oui, mais ici, c'est sûr, on est à Québec. On parle français, tu viens de me dire, on parle français. Il faut. Ben oui. OK. non, mais j'ai juste que... C'est ça. Tu sais quoi la conclusion? C'est pas vrai que c'est un exercice de démographie, puis c'est un exercice de sensibilité. C'est que moi, je suis pas particulièrement On sensible n'a au pas fait- la même sensibilité. C'est- c'est ça non, que mais tu veux dire. non, mais c'est ça qui est important, parce que quand tu regardes Mathieu Bock-Côté, tu te souviens de mon gars que je disais souvent, si Mathieu Bock-Côté avait une émission de cuisine, il nous dirait, voici une recette pour une tarte aux pommes, ça prend une pâte, ça prend des pommes, ça prend du sucre, et ça va donner, il faut se séparer du Canada. N'importe où, il faut se séparer, tu comprends? La recette a fini C'est toujours par le même ça. paragraphe. Bon, mais je respecte ça. Je dis pas qu'il y a tort. Je fais juste dire, arrête de faire des articles comme ça, comme quoi c'est une vérité absolue, on n'a juste pas compris. C'est une sensibilité. C'est tout. Ça fait qu'après ça, on discute. Puis, je veux dire, moi, le fait francophone, je trouve que c'est très important. Mais à la réponse, est-ce que ça me fâche de voir un centre-ville qui est anglophone aussi? Moi, non. Puis Voilà. là, je vais te faire une déclaration. Là, tu viens de parler de Mathieu Bock-Côté. Tu puis on m'aimes vient de d'un parler- amour inconditionnel. Non, mais tu On peux le vient de dire. parler du PQ, puis on vient de parler de Mathieu Bock-Côté, puis on parle du mouvement souverainiste qui est en train de mourir. Puis s'il y a un référendum demain matin, je suis loin d'être convaincu que je voterais oui, là. Moi non plus. Mais je pense que le déclin de l'option, puis le fait qu'il risque d'avoir de moins en moins de PQ puis de Mathieu Bock-Côté dans ce monde au Québec, ça va encore plus fragiliser notre statut de minorité francophone. Puis en quelque part, c'était comme un pilier, C'est qui, un bon même point. si on se séparait pas, qui maintenait la flamme. Je te suis. Et à partir du moment où ça va mourir, est-ce que c'est la louisianisation du Ouais, Québec? ouais, Parce que moi, j'ai ouais, cette ouais. peur-là. Là. Moi, j'ai peur que le Québécois disparaisse. Là. OK. Et moi, je l'aime, le Québec, comme il est là. Là. Je veux, au niveau linguistique, moi, je veux qu'on reste diversifié, ouvert. On l'est déjà, là, beaucoup plus que l'écrasante Je majorité suis des pays à d'accord. travers le monde. Je suis d'accord. Puis je suis tanné de me faire dire que parce que je veux qu'on parle français au Québec, je suis un intolérant. Non, c'est ça, c'est ridicule. C'est Et, zéro. mais fait que je veux qu'on garde cet aspect-là, mais je veux aussi qu'on garde notre spécificité, puis ce qui fait de nous un peuple unique. Ça prend des Puis remparts. j'ai peur que le déclin du mouvement souverainiste, même si j'en suis pas un Ouais, supporter, ouais. C'est un bon point. aide à aller vers là. Fait qu'en tout cas, c'était ma petite réflexion un peu philosophique. Je veux, en terminant, on va faire ça un peu plus joyeux aussi. On va essayer de finir ça dans le bonheur parce que tantôt, on a parlé des Pourquoi problèmes. tu te fais chier depuis tantôt? Non, Ben, moi, mais on a j'aime ça. parlé des problèmes d'argent avec la COVID, puis comment on va rembourser les montagnes de dettes qui nous sont pelletées sur la tête. C'est pas Jojo, là. Il y en a pas de solution rose, là. Mais là, on va essayer de voir, on va mettre nos lunettes roses, on va faire comme Justin et ses Kalinours à Ottawa, et on va essayer de penser qu'est-ce qu'on va faire quand la pandémie d'un matin, on nous annonce qu'il n'y a plus de pandémie. Le virus, le coronavirus est mort. Oui, On n'a oui. pas besoin de se faire vacciner. Il est disparu, Tu sais puis il qu'avec le réapparaîtra plus SARS, jamais. c'est arrivé. Ben oui, Ils savent pas on pourquoi. sait même pas pourquoi. Incroyable. Mais même la deuxième vague, là, tout le monde l'attend, puis elle arrive pas vite. Là. Ça ouais. se peut qu'elle revienne, elle arrive jamais. Là. Ça se peut. Fait Mais surtout que les habitudes sont pas les mêmes. Puis le SRAS, là, tout d'un coup, le virus, il est plus revenu. Non. Alors que la grippe, ça revient à tous les maudites Tout le années. temps. Fait que, si mettons d'un matin, effectivement, coronavirus meurt d'une attaque Ou incroyable, peu importe, vaccin, tu te Peu fais... importe. Peu importe. on n'a plus à se soucier de ça. OK? Ouais. On redevient comme dans le monde d'avant. Ouais. Quelle est la première activité que Marc Boilard va faire
pour retrouver son monde perdu. Je m'en vais au Yankee Stadium voir une game. Hein? Parce que je m'ennuie de ça. J'ai l'impression que je suis tout le temps à la même place. Je suis tout le temps au centre-ville. Je bouge plus comme j'avais... C'est comme si les murs se sont refermés sur nous. On est pognés de plus en plus dans un étau. Puis là, la saison froide arrive, ça va être encore pire. Ouais. Moi, j'ai peur là, les terrasses vont fermer. Parce que là, c'est un des seuls espaces de liberté que j'ai. Là. C'est que de temps en temps, je vais au restaurant avec mon chum d'une terrasse. Pourquoi tu dis ça? Tu as le droit d'aller au restaurant. Si tu y vas pas, ça, c'est ton problème. Aller au restaurant avec la fille, avec le chose, avec les plexiglas, avec les masques. OK, t'aimes pas l'expérience. Non, j'ai l'impression de rentrer dans un laboratoire. J'aime pas ça. Puis même aller prendre une bière dans un bar quand le gars est à 10 pieds de toi, c'est pas le fun. Là. OK, non, mais je veux juste souligner, parce que ça me fait rire. Moi, on est là tout le temps, masque, pas masque, mais le gouvernement empêche à personne d'aller dans... Les cinémas ont réouvert, j'étais là. Mais l'expérience n'est plus la même. Ça, je suis d'accord. Puis j'ai perdu le plaisir de faire ça. OK, fait que tant qu'à mettre de l'argent pour aller à une place que j'aime mieux prendre ma bière dans mon salon, puis pas voir le monde masqué puis avec les plexiglas. Mais ces terrasses, je trouve que c'est encore mieux. Ben oui. Parce que là, tu peux être pas mal comme avant, à certains égards. Et là, ça achève. Là. Je regarde la température les prochains jours. Là. D'après moi, les terrasses, on achève ça. Là. Et là, j'ai peur de ça. Fait que, mais pour l'affaire que tu disais, là, c'est drôle parce que la première chose que j'aurais voulu faire, moi, tu le sais, tous les ans, tous les automnes, je m'en vais voir une game de la NFL. Puis tous les ans, j'ai des amis avec qui on choisit une ville. Puis là, évidemment, cette année, on l'a annulé. Là. C'était où que t'allais? Ben, on pensait aller à Cincinnati. Quand même, c'est pas à côté. Mais là, de toute évidence, on n'ira pas nulle part. T'étais à Buffalo l'an passé, hein? Non, j'étais à Cleveland. Buffalo, j'étais allé une couple d'années, mais j'ai déjà eu des billets de saison même à Buffalo. Mais là, cette année, on n'ira pas. Puis c'est comme la normalité qui est plate. Puis là, mes parents me disaient, tu sais, mes parents sont toujours partis dans le temps des fêtes. Puis des fois, je vais les rejoindre dans le sud. Ils voyagent pas mal, eux autres, depuis un bout de temps. Oui. Là, je sais que c'est des malheurs de riches, là, parce que c'est voyager. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a moyen de le faire, là, d'aller passer une fin de semaine aux États-Unis ou une semaine dans le sud. Mais moi, je vais une fois par année voir les Yankees. C'est ça coûte pas une fortune de toute façon. C'est un road trip. Là. Oui. Fait que, mais... Tu sais, de penser que je vais passer tout l'hiver. Moi, je vais toujours au moins une semaine dans le sud l'hiver. Oui, mais qui te dit que ça va être ça? Tu sais pas. Ben, excuse-moi. La frontière n'est même pas encore ouverte avec les États-Unis. OK. Non, mais je te parle... ça, c'est une autre discussion, mais moi, j'entrevois pas... D'abord, j'entrevois pas du tout qu'on va retourner où on a déjà été. Parce que, manifestement, les comportements ont changé. De deux, la course au vaccin, elle va très vite. Ceux qui veulent pas se faire vacciner, c'est le problème, je m'en claque. Ça fait que, au final, moi, je crois pas du tout qu'une deuxième vague digne de son. C'est pas parce que tout à coup, il y a une montée que c'est une montée qu'on appelle une deuxième vague. Une deuxième vague, il faut que ça ressemble à ce qu'on a vécu. Qu'il y ait des morts, là. Parce que là, présentement, ils disent qu'il y a les cas montent, mais les morts, c'est zéro une barre. Ça fait que, je veux dire, OK, les cas montent, on fait attention, blablabla, je suis le premier à tout faire ça, sauf que je crois pas qu'on va retourner en arrière parce que les gens maintenant... D'abord, le système de santé, il sait quoi faire. Deuxièmement, les gens, ils se lavent les mains. Moi, je ne sers plus à la main ou presque à personne. Oui, sérieusement, tu es un des rares parce que je sais que tu es comme moi, tu n'as pas peur de ça, mais tu fais attention, pareil. Oui. Bon, c'est tout. Ça fait que moi, je crois pas à ça. Je crois pas que... Mais c'est pas j'y crois pas complot, là. J'y crois pas en voulant dire que je regarde comment les comportements ont changé puis le virus a moins de vecteurs de se propager. Je crois qu'on s'en va vers du mieux tout le temps. C'est ce que je crois. Mais s'il y a un soubresaut, c'est la preuve que c'est pas le party pogné, tu sais. Ça te fait-tu capoter de penser qu'on n'aura pas de party de Noël? Tu sais, toi, tu as une grosse famille. Là. Oui. Mais non. Faire un party de Noël sur Zoom avec ta mère, ça te tente? Non, mais je la vois, maman. Encore là, c'est tout à fait permis. Vous ne pouvez pas y aller. Mais non, vous ne pouvez pas être plus que 10 dans la maison. Ah, ben OK, mais je veux dire... Non, mais vous n'avez pas un souper de famille, vous autres, à Noël ou au jour de l'an? Oui, mais ça peut être de d'autres façons. Tu sais, je veux dire, moi, vois-tu, mon neveu, ma nièce, il y avait un masque en grand-mère, pas grand-mère, ma mère est allée, leur grand-mère. Puis ils ont fait comme on fait attention, si on a de quoi, mamie, on veut pas qu'elle l'aille, blablabla. C'est sûr que les personnes âgées, il faut les protéger, c'est ça l'affaire. Voilà, mais je veux dire, une fois qu'on fait ça. Puis là, tu sais, l'Halloween qui s'en vient aussi, l'Halloween, les enfants qui peuvent... Ça, je la comprends pas, par exemple. Parce qu'il me semble que s'il y a une journée où tout le monde porte son masque, même dehors, ben ça l'a. C'est pas le même masque. Un masque de Batman, c'est pas exactement pareil. Non, mais tu t'en vas d'une maison à l'autre. Moi, c'est un peu compréhensible. Là. Tu sais, salut, là, des bonbons avec 3-4 virus. Je pense que non, c'est au contraire. Tu prends le panier de bonbons, puis tu le laisses à la table pendant 2 semaines, puis t'attends que les... Ben non, mais justement, tu vas essayer de pas avoir un multiple contact, me semble. Pense-y. Si je mets une bouteille là en disant « Allez-y, prenez-en tout le monde », Colin, c'est pas une bonne idée. Non, je trouve qu'au contraire, l'Halloween, c'est un peu weird de se promener d'une maison à l'autre. Là.
Bon, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants que c'est leur affaire qu'ils voudraient faire, ça va être mais là, ça, c'est la discussion. Non, mais on parle de qu'est-ce qu'on veut faire quand... oui, OK. Donc, toi, tu t'ennuies de passer l'Halloween? On apprend ça aujourd'hui. Non, mais mais j'imagine que tous les enfants qui nous écoutent, là, c'est sûr que c'est ça. Là. Oui. Eux, c'est l'Halloween. Ah, c'est sûr. Chacun, selon l'âge, t'as raison. Si c'est comme ton projet préféré, c'est... Les personnes âgées, là, je pense à ma belle-mère, là, qui ne verra pas ses 7 petits poussins à Noël là, avec tous les 30 quelques petits-enfants, peut te dire qu'elle, elle doit capoter. Là. Tu sais, Eric, que la dernière fois qu'on s'est parlé, t'as dit... mais c'était pas documenté ton affaire, mais tu avais prétendu qu'il y avait aussi des problèmes chez les vieux qui ont été confinés en termes... C'est sûr. Mais il y a eu une étude qui est sortie là, genre la semaine après. Ah oui, j'ai vu ça. Absolument. C'était exactement ça. Oui, qui disait qu'effectivement, il y avait... les plus affectés, il y a vraiment des gens pour qui ça a été extrêmement lourd, puis que ça peut... moi, j'en ai vu physiquement des vieux qui, en l'espace de 6 mois, ils ont vieilli de 5, 6, 7, 10 ans. Ils ont pris un gros coup de vieux d'un coup parce qu'ils n'ont pas bougé, parce qu'ils n'ont pas vu personne, parce qu'ils ont été tristes, ils ont été... La solitude, je te l'ai toujours dit, c'est la première cause de la mort, c'est la cause de la vieillesse aussi. C'est tough, la solitude. Puis c'est pas tout le monde qui a vu pareil. Il y a des gens qui acceptent ça plus que d'autres. Puis moi, je pense à ma belle-mère, là. Je sais pas, elle a 80 quelques, là. Elle se prépare pendant 6 mois à préparer son party de Noël, là. Ah oui, hein? Son rendez-vous, là. Écoute, elle prépare toutes ses affaires, là, son gâteau aux fruits. Ah, tu m'avais dit ça, puis vous êtes quoi, 25? Écoute, plus que ça, là. T'as 80? 84, 85, puis elle prépare tout pour tout le monde, là. Et puis elle nous reçoit toutes. Mais tu comprends qu'à 85 ans, tu n'as pas de l'énergie, tu peux pas tout faire ça d'une semaine. Là. Ben non. Elle fait ses tartes d'avance, puis elle fait ses confitures, puis elle fait ses sauces, puis elle fait ses canneberges, puis elle fait... À toutes les semaines, elle en fait un petit bout. Et là, je sais pas ce qu'elle va faire cet automne, là. Mais ça va être... je sais pas comment on va vivre Noël avec cette nouvelle réalité. Tu parles souvent de la Suède. Oui. Puis j'ai lu un article hyper intéressant dans Le Monde. Eux autres, il n'y a pas de masque, hein? Il n'y a pas eu de confinement, puis ils n'ont pas de masque. Mais alors, mais je vais dire de quoi, moi, la phrase qui résume tout, parce qu'à quelque part, c'est dur de tracker avec les infos que moi j'ai, c'est dur de dire si tu gagnais sur toute la ligne ou pas tant que ça, mais peu importe. Pas clair. Mais il y a une affaire qu'ils ont faite que je trouve, qui, moi, comme prémisse, j'ai fait « Oh, c'est très bon ». Puis c'est le Arruda de la place qui était interviewé dans Le Monde. C'est vraiment crédible. Puis le gars, il disait, nous autres, on a envisagé ça, contrairement finalement à beaucoup de pays, comme un marathon et pas un sprint. Oui, je l'ai lu, ça. Tu l'as lu? J'ai trouvé ça intéressant. Nous autres, on a sprinté, puis là, on est en train de dessouffler le monde. C'est ça qui est notre problème. Parce que le monde, il commence à être écœuré. Là. Moi, quand j'ai organisé une marche là, contre les masques obligatoires dans le Parlement, il y avait 3000, mais si on avait mobilisé un peu plus longtemps, puis on avait eu les médias pour diffuser l'info, je peux te dire qu'on aurait été 30, 40, 50 000. Puis... Il y a un écœurement qui ne cesse de gonfler. Puis regarde, le gars, il a goûté l'autre jour. Là, quand il a dit que le sport-études, il retardait ça d'1 mois. T'as-tu vu le backlash que les étudiants et les parents qui sont sortis? Là, il a été obligé de reculer. Il y a un écœur en titre parce qu'on s'est tellement fait restreindre nos libertés qu'on manque de souffle, c'est pas long. Tandis que, étant donné qu'en Suède, ils font à peu près rien, c'est quelques petites mesures, puis un petit peu plus de télétravail, un petit peu... Fait que les gens vont être capables de fait des mesures beaucoup plus longtemps, puis de se laver les mains. Fait que c'est des mesures beaucoup plus légères. Fait qu'ils apprennent à vivre avec. Puis ils vont les mettre de façon permanente dans leur quotidien. Mais je suis pas sûr que ce modèle-là il est transposable dans toutes les sociétés. Ça, j'ai de la misère à te suivre là-dessus. Ce que tu veux dire, c'est que les Québécois, on est moins disciplinés que les Suédois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ici, il y a dans le sang latin, une rébellion puis un sens de contre l'autorité qui est plus fort qu'ailleurs. J'en suis convaincu. Il me semble qu'on suit le goût pas mal, moi. Ben OK, mais je veux dire... Puis les Québécois, là, notre symbole, puis la Saint-Jean-Baptiste, c'est pas les moutons, nous autres, là. On n'a pas... Tu te souviens-tu quand on était jeune, qu'on allait à Saint-Jean-Baptiste, le Saint-Jean-Baptiste avec son... Oui. Puis là, avec les moutons, puis tout ça, j'ai toujours pensé que le Québec, c'était comme... on était très obéissants. Mais la différence, c'est pas là. C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas là. La différence, c'est avoir confiance en son gouvernement ou être défiant. Puis Je pense qu'on est défiant du gouvernement. Ah ben oui. Ben, c'est parce que... J'ai toujours trouvé qu'on était docile. Oui, mais les groupuscules très, mettons, anti-masques, etc. Les Italiens sont 10 fois pires que nous autres. Ben, tu veux le résultat? Ben vraiment, c'est exactement mon point. Attention, il y a des Italiens qui nous regardent. Non, pas de l'Italien en général, mais les autres, ils l'ont mangé grave. Mais regarde, on jase, là, je peux pas te dire X, Y, Z, mais je pense, moi, que... Ben, pas je pense, c'est juste la logique, Eric. Une solution appliquée dans une nation puis avec une population ça X... s'applique pas bon, voilà. Ça, moi, je fais juste dire que, manifestement, en Suède, l'incitation, d'après moi, elle avait un meilleur réceptacle. Que si ici, on dit on devrait juste inciter, je suis pas certain que ça amènerait les mêmes résultats que là-bas. C'est tout ce que je dis.
matière à réflexion. C'est intéressant. On va se finir là-dessus. C'est une belle conclusion qui va nous faire réfléchir encore longtemps. Merci beaucoup, Marc. C'était le fun, je suis super content. C'était très agréable. Si vous avez aimé ça, continuez à nous écouter puis partagez ça. Ouais. Puis on peut peut-être en faire d'autres. J'espère. Merci. Salut. Combien de temps qu'on a fait? 1 heure et quelques encore? 1h10 minutes. Ah, parfait. 1h10, on a un petit peu... Ah, tu parles. Mais on n'a pas de temps, nous autres. Mais j'ai aimé ça. J'ai trouvé qu'on était bon encore. Sérieux, là? C'était bien intéressant. Très bon. C'était juteux, tout.